nous allons vous présenter en fait des résultats qui sont liés qui sont des résultats en fait des entretiens qui ont été réalisés sur le corpus français. Donc ce sont des entretiens téléphoniques qui ont été réalisés avec 22 femmes françaises. Ce sont toutes des répondantes au questionnaire qui ont été volontaires pour pouvoir poursuivre l'étude et approfondir un certain nombre d'éléments qui avaient été déjà abordés dans le cadre du questionnaire. Donc c'était approfondir les éléments relatifs aux pratiques et aux usages d'Internet, approfondir également les réseaux en ligne et hors ligne qui avaient été dessinés, donc les petites cibles que vous avez vues dans la présentation de Paola Tubaro. Ces cibles qui avaient été dessinées lors de l'enquête en ligne, et également examiner un petit peu plus en détail l'historiographie des troubles du comportement alimentaire, les questions relatives au rapport au corps, à la santé et également à l'alimentation. Donc moi, je vais vous présenter quelques caractéristiques de ces interviewés par rapport à l'ensemble des répondants au questionnaire français. Donc on a globalement une similarité, c'est-à-dire que ce sont des femmes. Nous, on a 22 femmes. Elles ont un âge moyen de 23 ans. Et ce sont pour 60% des personnes qui sont étudiantes. Les 2/3 vivent en famille, en couple, en colocation. Et elles ont un usage relativement intensif d'Internet. Et notamment, près de la moitié déclarent tenir un blog. Elles déclarent pratiquement toutes, un trouble du comportement alimentaire. Mais dans le cadre en fait, des entretiens, on va avoir une répartition en fait, entre des troubles simples, 1/3 d'anorexie, 1/3 de boulimie et 1/3 de troubles mixtes qui peuvent être aussi des troubles autres ou des troubles qui ne sont pas spécifiés. Alors, une spécificité de ces interviewées, on va le voir, c'est que 45,5% d'entre elles déclarent un suivi médical pour troubles du comportement alimentaire au moment de l'enquête. Alors que pour l'ensemble des... Pour l'ensemble des répondants français, on a simplement 28% des personnes qui vont déclarer un suivi médical actuel, c'est-à-dire un suivi médical au moment où l'enquête a été réalisée. De la même façon, en fait, 64% des personnes qui ont été interviewées ont déclaré avoir été suivies médicalement donc, par le passé pour un trouble du comportement alimentaire. Par rapport à l'ensemble des répondants français, on a simplement 39% qui ont déclaré ce suivi médical pour troubles du comportement alimentaire par le passé. Donc on a des interviewés qui semblent mieux insérés médicalement que la moyenne, évidemment, de l'échantillon français, ce qui va apporter probablement une petite spécificité dans l'analyse de ces entretiens qui a été réalisé. Un autre élément, c'est la question du rapport au corps. Donc, on remarque de façon assez globale une valorisation de la minceur, voire de la maigreur. Et là, par contre, de façon tout à fait similaire à l'ensemble des répondants au questionnaire, ce sont des personnes qui déclarent de façon extrêmement majoritaire une insatisfaction par rapport à leur apparence physique. Et dans le même temps, elles vont effectivement déclarer qu'elles attachent beaucoup d'importance, en tout cas qu'elles attachent de l'importance à cette apparence physique. Donc ça, c'est relativement similaire. On va retrouver également par rapport à l'indice de masse corporelle, donc qui est calculé à partir des tailles de la taille et des poids qu'elle donne dans le cadre du questionnaire, une similarité sur l'IMC déclaré. Donc pour nous interviewer, c'est 21,5, c'est similaire à ce qu'on a trouvé sur l'échantillon français. Et pour l'IMC souhaité, c'est-à-dire celui qu'elle voudrait atteindre, on est à 17, là aussi c'est tout à fait similaire. On a quelque chose qui se situe de façon très forte sur justement cet indice de masse corporelle à 17. En revanche, on va avoir un IMC minimum, c'est-à-dire l'IMC qu'elles ont pu avoir à un moment donné dans leur vie, qui est plus faible pour les interviewés, en moyenne évidemment, que par rapport à l'ensemble des répondants au questionnaire, puisque pour les interviewés, on est plutôt sur un IMC à 16, alors que pour les personnes qui ont répondu en moyenne au questionnaire, donc on est à 17.
Alors de la même façon, la question, une question en fait, une série de questions relatives à la perception du corps, qui a été réalisée à l'aide des petites figurines que vous voyez apparaître sur l'écran. On va voir donc une similarité, c'est dans le corps pour autrui, c'est-à-dire la façon dont elles pensent qu'elles sont perçues par les autres. Là, on a, de la même façon que pour l'ensemble des répondants au questionnaire, une perception qui se situe à peu près sur la figurine numéro 3. En revanche, sur la façon dont elles perçoivent leur propre corps et également sur le corps qu'elles désireraient avoir, eh bien, on voit qu'il y a là une différence par rapport à l'ensemble des répondants, puisqu'elles vont avoir systématiquement une perception ou un désir qui est plus mince, plus mince, on va dire, voire plus maigre, par rapport à l'ensemble des répondants français. Donc pour le corps perçu, elle se situe entre la figurine 3 et 4, en tendant vers la 4, alors que pour l'ensemble de l'échantillon, on était plutôt vers la figurine 5, donc entre la 4 et la 5. Et pour le corps désiré, on voit que très nettement, elles sont entre la figurine 1 et 2, en tendant quand même vers la 2, alors que l'ensemble des répondants se situe plutôt entre la 2 et la 3, en tendant vers la 3. Et on a une très très grosse proportion de ces interviewés qui choisissent préférentiellement la figurine 1 et la figurine 2. Voilà donc pour un certain nombre d'éléments sur les caractéristiques de ces interviewés. Donc on a réalisé une analyse du contenu, enfin une analyse de ces entretiens à l'aide du logiciel Alceste. Et ce sont ces résultats que nous allons maintenant vous présenter. Donc je laisse la parole à ma collègue Estelle Masson pour vous présenter ces résultats. L'analyse Alceste va distinguer 5 profils, 5 classes aux profils linguistiques caractéristiques et distincts. Vous voyez que les 3 premières classes, donc la classe 1, 2 et 3, sont liées au contenu des entretiens où les interviewés nous ont parlé de leur activité en ligne. Donc la première classe traite des relations en ligne des interviewés dans leur prolongement de leurs relations nouées au fil de leur vie quotidienne. Ce sont essentiellement des proches, des personnes qu'elles connaissent, des amis de lycée, d'études, qu'elles côtoient le plus souvent au quotidien, ou presque. C'est aussi des personnes avec qui elles poursuivent des échanges dans d'autres lieux, par exemple sur Facebook, par MSN ou encore par téléphone, parfois également par mail. Leurs relations sont des relations souvent de groupe constitués au quotidien, au fil de la vie quotidienne. Donc les amis de lycée, les amis qu'ils ont pu rencontrer par exemple dans des activités sportives ou de loisirs, mais on y retrouve également les parents. Et vous voyez dans cette classe, il y a vraiment la description de qui sont ces gens, comment on communique avec eux, etc. On précise aussi dans cette classe comment ont été connues ces différentes personnes. La seconde classe, elle, concerne les relations en ligne spécifiques et l'activité qui est liée à cette activité en ligne particulière. Donc on voit qu'il s'agit de tenir un blog, de participer par exemple à un forum de discussion, de poster des commentaires sur le blog de quelqu'un d'autre par exemple, de tenir également un carnet. Vous voyez le trait carnet qui est présent dans la liste de ces traits typiques. Et c'est une communication qui est active. On écoute, on répond, on raconte également, et évidemment, on raconte en écrivant. Tous ces traits, on les retrouve dans le profil de la classe. Mais ici, les interlocuteurs et les personnes participant à ces interactions ne sont absolument plus les mêmes que ceux qu'on trouvait dans la première classe. Il s'agit
de personnes plus éloignées peut-être, pas nécessairement subjectivement plus éloignées, mais déjà physiquement plus éloignées. Elles sont désignées par exemple par des termes comme les filles du forum, les filles qu'on retrouve sur le forum, la fille qui tient un blog à qui je vais répondre, sur le blog de qui je vais poster des commentaires. Mais ce sont aussi des gens, vous voyez le terme générique gens qui apparaît. Alors les gens en général, ce sont plutôt des interlocuteurs négatifs qui viennent parasiter en quelque sorte cette activité qu'il y a sur ces blogs, sur ces forums, en postant par exemple des commentaires désagréables ou désobligeants. Très rapidement aussi, dans le profil de la classe, ce qui est annoncé, c'est la finalité de ces échanges. La finalité de ces échanges sont le soutien, on se soutient, on communique pour se soutenir, on poste un commentaire sur le blog d'une fille pour la soutenir, et voilà. La troisième classe, qui elle aussi renvoie toujours et encore à une activité en ligne, cette troisième classe décrit plutôt une pratique solitaire dont nous ont également parlé les interviewés. Et cette pratique solitaire consiste à la recherche d'informations sur la maladie, à la recherche d'informations également sur des tables nutritionnelles, sur les compositions des aliments qui sont consommés. On va voir des sites officiels, par exemple le site du ministère de la Santé pour récupérer justement les fameuses tables nutritionnelles, ce qui est un détournement des sites, mais bon, ou du moins de l'information qui est postée. Et ici, la participation n'est pas réalisée sur le mode de l'interaction. Elle regarde essentiellement, elle s'informe, elle se documente, mais il n'y a pas d'interaction avec autrui. Si on regarde autre chose, donc là, ce dont je vous parlais, c'était les traits les plus typiques de ces classes. Si on regarde ce qui est significativement absent dans ces trois classes, et il y a quelque chose de tout à fait notable, le trait le plus significativement absent pour les trois classes, c'est le trait manger. Donc, on ne parle pas, on ne fait pas, on ne pratique pas, on ne mange pas dans cette classe-là. Il s'agit d'un discours autour ou sur, avec d'autres, des interactions, de la recherche d'informations, éventuellement des discours sur des pratiques, mais on ne mange pas. Et ce trait disparaît de cette classe-là, ou du moins est significativement absent. Par contre, ce trait, on va le retrouver comme le trait le plus significatif d'une autre classe, qui est la quatrième classe. Vous voyez, manger, et ici le premier trait qu'on y retrouve. Alors, ce qu'il y a dans cette quatrième classe, elle est composée en quelque sorte du répertoire alimentaire de ces femmes. C'est quelque chose qui est commun à tous les corpus traitant ou parlant d'alimentation. J'ai analysé beaucoup de corpus de mangeurs normaux, enfin de mangeurs ne déclarant pas de pathologie alimentaire, et on retrouve toujours dans tous ces corpus, si on passe ces corpus dans Alceste, on retrouve toujours une classe qui va décrire ou qui va rassembler qu'est-ce qui existe dans le répertoire alimentaire de ces personnes-là. En général, et Sadi Lalou l'avait déjà trouvé il y a une vingtaine d'années, le trait le plus typique, c'est la viande. La viande, cet aliment caractéristique, fort, lourdement investi dans nos sociétés, etc. Ici, vous voyez, ce n'est absolument pas la viande qui est le trait plus typique de ce répertoire alimentaire, mais c'est la calorie. Donc c'est l'unité de mesure, en quelque sorte, de ce qui va être ingéré, incorporé. On ne pense pas en aliments, mais on va penser d'abord en termes de calories. Est-ce que ce que je vais manger est calorique ou n'est pas calorique ? Après, quand on regarde dans les traits qui apparaissent de façon les plus marquantes, les plus significatives, ce sont justement des aliments qui sont réputés être pauvres en calories.
Donc on va trouver les légumes, je vois pas très bien de là. Donc effectivement, on trouve les légumes, les fruits. La viande apparaît bien plus tard, elle est présente quand même, mais elle apparaît après. Et aussi ce qu'on va retrouver, ce sont tous les marqueurs temporels des prises alimentaires. Vous avez les séquences, les moments où on mange à midi, on mange le soir. Et voilà, dans la liste des aliments de ce répertoire alimentaire, vous avez également les aliments au nid, les gâteaux, le gras, les féculents, les pâtes, le pain, etc. Vous les retrouvez tous. On voit également dans ce profil la faim qui est présente, tout comme la délicate question des quantités et de l'équilibre alimentaire. Ici, si on regarde les éléments les plus significativement absents, eh ben on voit que on ne parle pas, il n'y a pas d'amis, il n'y a personne. Donc c'est un comportement solitaire. C'est l'action de manger qui est restituée dans cette classe-là, et pas du tout ces interactions pouvant exister autour d'une pratique alimentaire. La dernière classe, qui, comme le montre le graphique que vous voyez ici, cette dernière classe est proche de la classe précédente. Cette dernière classe va traiter de la maladie avec ces deux figures emblématiques qui sont l'anorexie et la boulimie. Cette classe aussi va rassembler les symptômes de ces maladies et les obsessions de ces maladies. La question du poids et de son unité de mesure est centrale. Les kilos qu'il va s'agir de reprendre, qu'il s'agit de perdre, mais qu'on a pu reprendre, maigrir ou au contraire devenir obèse ou simplement gros, tous ces éléments sont rassemblés là-dedans. Il va y avoir aussi les régimes, le fait de se faire vomir, et on retrouve aussi de façon transversale dans cette classe une sorte d'historiographie des troubles, des parcours individuels de ces femmes dans et au travers de la maladie. Donc on a commencé à être anorexique, on a commencé à être boulimique, on a arrêté à un moment. Il y a la peur également qui accompagne cette maladie et qui est présente. Autre chose aussi qui est marquante dans le profil de cette classe, c'est que la seule figure humaine qui paraisse, c'est le médecin. Donc ce n'est pas les amis comme dans la première classe, ce ne sont pas les filles du blog de la deuxième classe, mais ici c'est la figure médicale qui va être présente dans cette historiographie de la maladie et dans cette description de la maladie. Si on réfléchit de façon un peu plus générale, en se détachant un instant du corpus que nous avons analysé, que nous avons traité, au sein d'une société coexistent différents rapports individuels à l'alimentation. Tous les individus n'ont pas strictement, exactement le même rapport à l'alimentation. Mais généralement, ces rapports à l'alimentation sont congruents avec les représentations sociales en usage, en vigueur dans la société où évoluent les individus. Il semble que ce ne soit pas tout à fait le cas pour le rapport à l'alimentation qu'entretiennent les femmes que nous avons interrogées par entretien au courant de cette étude. Mais ce qui les caractérise quand même, c'est qu'elles sont membres de notre société et ces jeunes femmes connaissent les systèmes de représentation qui prédominent dans notre société. En France, manger, c'est avant tout manger ensemble. C'est une pratique qui est
pensée, premièrement, comme on l'avait vu dans les travaux qu'on avait réalisés avec Claude Fischler, comme une pratique collective. C'est une pratique qui est réputée comme étant source de plaisir pour ceux qui s'y livrent. Et on voit que pour ces jeunes femmes, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va advenir lorsque les représentations sociales d'individus ne sont pas congruentes avec les représentations sociales de l'ensemble de la société. Ces représentations sociales générales, partagées habituellement, fonctionnent comme des guides pour l'action. Elles ont un caractère prescriptif, elles vont nous dire quoi faire, comment nous comporter dans telle ou telle circonstance. Mais ici, pour ces personnes qui n'ont pas le même rapport individuel à l'objet manger, alimentation, comment ça va fonctionner pour elles? Quelles vont être également les répercussions de cette sorte de décalage ou de non-congruence sur la possibilité de nourrir et d'entretenir une sociabilité alimentaire? Et peut-être faudra-t-il distinguer commensalité, c'est-à-dire le fait de manger ensemble, de cette notion de sociabilité alimentaire. Et une question qu'on pourrait se poser également, c'est est-ce qu'il n'y a pas possibilité également d'émergence et d'élaboration de représentations, alors elle ne serait pas sociale, mais elle serait propre à une communauté de l'alimentation particulière et où elle serait cependant partagée par un certain nombre d'individus. Donc, si vous vous souvenez, l'analyse Alceste que je vous ai présentée très rapidement auparavant, cette analyse Alceste isolait en quelque sorte 5 sphères d'activité spécifiques. 3 sphères d'activité étaient liées à ces fameuses activités en ligne, c'est-à-dire échanger, être sur Facebook avec ses amis, échanger des messages, des mails et des choses comme ça. D'autre part, poster des commentaires sur un blog, tenir son carnet alimentaire, nourrir son propre blog. Et puis la troisième sphère d'activité qui, elle, renvoyait à cette recherche d'informations sur des sites plutôt officiels. Et 2 sphères d'activité qui renvoyaient, elles, à des sphères d'activité hors ligne. Alors désolé, c'est pas nécessairement en présentiel, il faudrait trouver un vrai mot pour définir ces autres lieux. Et ce qu'on a observé au moment de l'analyse des entretiens qu'on avait menés, c'est qu'il existe une gestion différentielle des questions relatives à l'alimentation suivant ces 2 sphères d'activité. Dans l'activité ou dans les sphères d'activité en ligne, on verra que la question de l'alimentation va être plutôt périphérique dans certains cas, centrale dans l'autre. Pareil pour les relations hors ligne, la communicabilité et l'incommunicabilité de ces questions relatives à l'alimentation ne sera pas similaire non plus. Suivant ces sphères d'activité également, on verra que parfois ce sera montré avec ostentation, ou au contraire ce sera caché. On ne voudra pas que les autres puissent voir, parce que aussi il y aura cette idée que ce sera compréhensible ou au contraire incompréhensible, et il y a toutes les questions de participation et d'isolement qui s'y retrouvent également. Autre chose qu'on remarquait à propos de nos interviewées, c'est qu'elles avaient, toutes ces femmes que nous avons interviewées, présentent différents troubles. Il y en a certaines qui sont boulimiques, il y en a certaines qui sont anorexiques, il y en a beaucoup qui ont des troubles mixtes.
elles ont des symptômes particuliers, mais néanmoins, elles ont beaucoup de points communs. Et ce qu'elles ont en commun, notamment ce qui a trait à l'alimentation, c'est que ce processus d'individualisation et d'autonomisation du régime alimentaire, mais également des pratiques alimentaires, est très avancé. Elles ont une volonté farouche de contrôler tout ce qu'elles ingèrent. Elles ont également une peur, mais dans certains cas, il s'agit quasiment de peur panique, de perdre le contrôle, de perdre ce contrôle sur ce qu'elles consomment. Et elles ont également comme point commun cette difficulté à manger et à partager des repas avec d'autres personnes. Et donc, on observe qu'elles ont une difficulté, voire quasiment une impossibilité, à adapter leurs pratiques personnelles au système prescriptif dominant. Alors, les systèmes prescriptifs dominants peuvent être ces fameuses représentations sociales, peuvent être plus généralement les us et coutumes habituels de la société dans laquelle elles évoluent, mais les systèmes prescriptifs peut être aussi le domaine du médical qui va dire quoi manger et comment manger. Et donc, elles ont également en commun des troubles de la commensalité, c'est-à-dire qu'elles vont éviter de partager leurs repas, elles vont plutôt préférer des situations de réflexion individuelle et non pas collective. Elles ne veulent pas manger avec les autres ou essaient de ne pas manger avec les autres. Dans certains cas, elles vont faire comme si elles mangeaient, mais elles ne vont pas manger vraiment, elles vont dissimuler, elles vont trouver des prétextes pour ne pas partager le repas, arguant qu'elles ont déjà mangé beaucoup pour le goûter. Donc voilà, le repas du soir, elles vont pas pouvoir le faire. Ou alors, il y a également ces cas extrêmes où elles partagent, elles participent à la commensalité, elles mangent, mais elles anéantissent la substance de ce partage en rendant leur part, c'est-à-dire en se faisant vomir. Ce qu'on observe ce qui est très très marquant, c'est qu'on observe des sortes de formations d'isolats de sociabilité alimentaire. Donc elles ont différents troubles et elles établissent des relations électives au sein de ces isolats avec d'autres personnes qui partagent les mêmes préoccupations et plus ou moins les mêmes troubles. Ce sont des personnes qu'elles ont rencontrées sur les forums, des personnes qui sont venues poster des billets sur leur blog. Ces personnes peuvent, au fil du temps, devenir des amis, mes amis du forum, les filles du blog, ça peut constituer un groupe. Et ces relations vont pouvoir être plus ou moins soutenues, plus ou moins effectives, selon l'état et les périodes de cheminement dans la maladie. Ce qu'il faut noter également, c'est qu'il y a rarement des prolongements de cette sociabilité en ligne dans des situations de face à face. Leur fonction de ces isolats, c'est justement de briser l'isolement subjectif dans lequel elles déclarent se trouver. C'est si elles vont dans ces endroits, si elles communiquent avec des filles qui présentent elles aussi des troubles du comportement alimentaire, c'est justement pour savoir qu'elles ne sont pas seules, pour voir également, éventuellement pour partager une expérience de la maladie au quotidien, un vécu avec autrui, et aussi pour trouver une forme de compréhension réciproque. Et nombreuses d'entre elles disent que ça sert à aller mieux, que ça permet de se soutenir les unes les autres. Et aussi, une fonction déclarée par ces jeunes filles, c'est justement de venir pallier la pauvreté ou l'inadéquation perçue des moyens de prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Et nombreuses sont celles à souligner justement
un suivi médical qui n'est pas nécessairement en cohérence avec ce qu'elles attendraient. Enfin, autre chose, est-ce que, à partir de cet instant-là, on peut parler de l'émergence d'une communauté de mangeurs? On a vu, elles ont des rapports à l'alimentation et au corps plus ou moins similaires. Elles partagent des préoccupations et des expériences qui sont proches. Elles ont un répertoire alimentaire commun, ce que nous partageons nous aussi, mais elles en ont un autre, mais elles le partagent. Elles partagent également des références similaires. On retrouve dans leur discours quelque chose qui revient très fréquemment, c'est les fameux 400 calories par jour à ne pas dépasser ou à atteindre comme objectif ultime. Comment faire pour ne pas manger plus? Elle partage aussi ces expériences dramatiques des crises, avec des crises de boulimie qui leur posent énormément de problèmes, qui sont perçus comme étant incompréhensibles par qui n'a pas vécu de tels phénomènes. Et elle partage également les mêmes pratiques. Et ces isolats permettent une forme de restauration de la possibilité de partager à propos de l'alimentation. On voit et comment elles vont partager, comment elles vont mettre ça en évidence. Et bien, on observe qu'il y a une véritable mise en scène de leur alimentation quotidienne sur leur blog, dans ces forums de discussion. Donc ce sont des tables elles ouvrent leurs tables aux membres de la collectivité. Elles vont décrire au jour le jour ce qu'elles mangent. Les autres vont venir commenter. Elles décrivent des pratiques. Ce sont des tables qui ne sont absolument pas des tables égalitaires, ce sont des tables qui apparaissent hiérarchisées, parce qu'on voit au travers de ces forums qu'il y a des répartitions de rôles et de statuts très, très nettes. Il y a ce non-mangeur superlatif qu'incarnait une de nos interviewées qui avait acquis une réputation dans son forum sous l'appellation, parce qu'elle ne se nourrissait que d'une pomme par jour et pendant plusieurs jours. Il y a des compétitions, il y a des défis qui peuvent aussi se dérouler dans ces espaces-là. Il y a aussi une gestion des troubles, celle qui arrive le mieux à maîtriser, celle qui arrive à continuer à avoir une alimentation à peu près équilibrée, mais en restant quand même dans ses objectifs de minceur extrême. Il y a l'ancienneté, celui qui est là depuis longtemps, celui qui a une expérience en la matière. Et il y a aussi une différenciation des statuts entre le spectateur et l'acteur, celui qui va poster ce qu'il mange et celui qui ne fait que regarder ce qui est mangé. On observe également des phénomènes de désirabilité sociale dans ces espaces-là, parce que on se rend compte au travers des entretiens que ce sont des tables ouvertes, mais pas entièrement ouvertes. On va dissimuler certaines pratiques. Par exemple, lorsque elle craque et elle mange plus qu'une pomme, ne va pas nécessairement poster le fait qu'elle a mangé plus qu'une pomme. Donc il y a des choses qui vont être dissimulées, parce qu'on a une réputation à tenir, mais aussi on va dissimuler certains comportements parce qu'on les trouve honteux, qu'on ne veut pas les donner à voir. Des crises, par exemple, de boulimie vraiment très importantes, et non, c'est pas bien, il faut pas le montrer à ce moment-là. Et par contre, il y a une exhibition des pratiques exemplaires. Et comme disait une des interviewées, il y a toujours cette tendance, ce désir de ne poster que l'exemplaire, ce qui est parfait dans cette logique-là. Alors, le parfait n'est pas nécessairement...
c'est la dernière. Le parfait n'est pas nécessairement la restriction la plus absolue. Le parfait va conjuguer des principes d'équilibre alimentaire, équilibre comme vous l'entendez au niveau du sens commun aussi, puisque c'est une notion assez complexe, l'équilibre alimentaire, mais où on mange un peu de différents types de trucs, où on ne va pas manger des plats préparés, mais où on va se préparer des choses bien particulières. Dernière chose sur laquelle je voulais insister également, c'est que entre ces différents espaces, ce qui est en ligne et ce qui est hors ligne, mais il existe des frontières et des frontières qui sont plutôt bien gardées. Le plus souvent, il n'y a pas de passage entre ces espaces où on va discuter, enfin ces espaces en ligne, où on va discuter de ce qu'on mange, comment on mange avec l'extérieur. Les parents, par exemple, ou les amis du lycée ne sont pas au courant qu'on tient un blog, que l'on fréquente de façon assidue un forum dédié aux troubles alimentaires. Ça a déjà été évoqué ce matin également. Il y a la possibilité d'avoir plusieurs comptes Facebook. Un qui est pour les relations ordinaires de la vie ordinaire, un autre spécifique dédié à ces personnes qui partagent les mêmes troubles alimentaires que la personne interviewée. Il y a aussi la mise en place de systèmes de protection qui peuvent prendre une autre forme et qui consistent à une sorte de virginisation de la vie en ligne qui est possible. On efface son carnet, on fait disparaître ce qui existait auparavant et on va créer un nouveau blog. Il y a une autre chose qui est très marquante, c'est cette histoire de l'illusion de la transparence, parce que si la vie quotidienne est donnée à voir aux interlocuteurs de ces fameux isola anamia, elle ne l'est que partiellement. Et les proches, eux aussi, ne peuvent pas voir. Il va y avoir des répercussions sur les pratiques, mais seulement ces répercussions sur les pratiques sont extrêmement difficiles à évaluer, parce que certes, il y a des phénomènes d'imitation, peuvent faire des émules, d'autres peuvent essayer elles aussi de se satisfaire d'un régime alimentaire quotidien aussi frugal. Et par contre, il y a également des phénomènes de régulation qui sont observables, ou du moins qui sont rapportés par nos interviewés dans la vie de ces différents forums de discussion. Par exemple, au bout de quelques jours, les filles vont venir dire à arrête, mange au moins autre chose, ne serait-ce qu'une soupe. Et aussi, une autre interviewée racontait avoir été mise en garde contre les effets délétères de l'usage excessif de laxatifs, mais c'est grâce au forum qu'elle a accès à ce type d'informations. Ce n'est pas un médecin qui lui dit, mais ce sont d'autres filles ayant elles aussi déjà eu des expériences de ce type-là. Donc, les répercussions sur le vécu de la maladie existent également, mais ces répercussions sont ambivalentes parce qu'il y a d'une part une véritable affirmation de l'apport d'un soutien. C'est ce qui permet de mieux vivre la maladie, qui permet de mieux vivre tout simplement, parce que ces filles souvent sont très désespérées. Le nombre de fois où le mot suicide a été prononcé ou évoqué durant les entretiens est quand même assez important. Pour avoir beaucoup travaillé sur des individus ne souffrant pas de troubles alimentaires, ça n'apparaît jamais dans d'autres entretiens sur l'alimentation, alors qu'ici, il y a ces aspects très durs et très difficiles qui sont notés.
Mais il y a aussi cette genèse d'un entre-soi qui va permettre de rompre l'isolement subjectif que ressentent ces éléments, mais également il y a cette affirmation de la nécessité fréquente de s'éloigner de ces forums pour aller mieux, pour aller mieux et pour pouvoir sortir de la maladie. Donc ça, tant qu'on y est, mais comme l'évoquait déjà Paola Tubarro ce matin, il y a des moments où il est envisagé d'en sortir pour pouvoir passer à autre chose ou passer différemment à une autre étape de la maladie.